Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce débrief du match 5 entre le Thunder et les Nuggets. C'est un match qui a été à nouveau remporté par le Thunder. Ils l'ont refait. Ils ont refait le coup du match 4, une nouvelle victoire en étant largement mené au début du quatrième quart-temps. OKC qui sera allé chercher au plus profond de ses ressources mentales et de ses ressources tactiques et physiques pour aller chercher ce match 5 et mener 3-2 dans la série. Première fois qu'OKC mène dans la série en termes de bilan en tout cas. Et pour débriefer ce match complètement dingue, je suis accompagné de Charlet. Charlet, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. À chaque fois que je suis là, c'est pour débriefer une victoire, donc on va pas s'en plaindre. Mais T'as tu fait parlais un de et 2, mental. donc tu triches. Hein. Ouais, mais bon, on sortait de la victoire, donc Mhm. j'étais de bonne humeur, on va dire. Voilà. Mais ouais, très content évidemment que qu'OKC enfin mène dans cette série, première fois, 3-2. Tu parlais de mental, c'est aussi une charge mentale d'être fan du Thunder. 5 matchs, 4 matchs dans le clutch. Faut pas être cardiaque. Voilà. Donc le bilan est 2-2 sur les matchs dans le clutch, 3-2 au général. Donc très content de débriefer ça et il y en a des choses à débriefer. Ouais, il y en a des choses à dire. D'ailleurs, je tiens à préciser, hein, puisque j'avais dit il y a 2-0 pour moi sur les live tweets sur cette série, il y a désormais 3-0. Voilà, puisque j'étais au live tweet du match 5. Magnifique. Peut-être que je ferai le 6 ou alors je me préserverai pour un éventuel Game 7, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en termes de stress, là, pour le coup, on est sur une série particulièrement stressante et on est sur potentiellement la série des playoffs hein, jusqu'ici. Hein, parce que le Clippers Nuggets c'était pas mal, mais là, on commence à arriver à un autre niveau. C'est-à-dire que ce match 5 est quasiment un classique instantané. Hein. Bon, peut-être pas pour les fans de Denver, mais pour les Mm. fans d'OKC, potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que la série est pas finie, mais ça peut être vraiment le point de bascule de quelque chose qui peut amener à des trucs encore plus agréables que ce sentiment de victoire après ce match 5. On va donc débriefer. Victoire 112-105 du Thunder. OKC prend le lead, comme je l'ai dit, 3-2. Rapide résumé du match. Là aussi, ce sera en free flow, hein, comme le match 3, comme le match 4. J'ai préparé quelques points, mais ce sera beaucoup ce qui nous passe par la tête et pas forcément de la continuité comme on peut avoir sur d'autres matchs. De toute façon, il n'y a pas de continuité sur les matchs joués entre les deux équipes, donc on va pas le faire. La seule continuité qu'on peut avoir, c'est que on a des équipes qui sont à un niveau relativement similaire. OKC avait très bien démarré avec un 12-2, avec la sanction de la zone de Denver, notamment avec un Shai Gilgeous-Alexander un peu plus porté, on va dire, sur le playmaking, des 3 points qui rentrent, notamment dans le corner de J-Dub ainsi que de Chet Holmgren. Là, 12-2, tu dis, ok, tu débutes le match sur une très bonne entame. Denver répond immédiatement en te collant un run qui est assez conséquent puisqu'ils mènent 21-16. Donc, ils doivent t'emmener à un run de 19-4. Voilà, un run de 19-4 pour tout de suite reprendre le lead. Et à partir du moment où Denver va mener 16-14, OKC ne va plus revoir le lead avant la fin du quatrième quart-temps. Voilà, c'est le scénario inversé, j'ai envie de dire, des autres matchs de la série. C'est que c'est Denver qui a mené une grande partie du match. Denver a mené pendant 36 minutes. OKC a mené 9 minutes. Et finalement, c'est OKC qui repart avec la victoire. On va être très honnête, il y a le 12-2. Puis ensuite, Denver déroule pendant 3 quarts-temps. Et après, il y a le quatrième quart-temps qui bascule dans l'irrationnel complet. Mais sur ce match, on en parlera ensuite, c'est le match où Denver semblait être meilleur que toi. Il y a un match de Nikola Jokic qui est absolument démentiel, complètement fou, complètement folle la perf de Jokic. Si Denver remporte ce match, c'est une des plus grandes perfs individuelles, surtout vu le type de défense qui lui était proposé. T'arrives pas à protéger le cercle, t'arrives toujours pas à attaquer sur leur zone. Enfin, vraiment, t'as plusieurs instants où tu te retrouves mené de 10, tu te retrouves mené de 11, tu te retrouves mené de 12 et tu t'accroches parce que Caruso te fait des runs à lui, quasiment à lui tout seul, fin de deuxième quart-temps, ou parce que Denver perd des ballons, etc., etc. Ça amène, du coup, à un début de quatrième quart-temps où tu es mené de 9, il me semble. Oui, c'est ça, t'es mené C'est ça. non, t'es mené de 8. 80-78, Ah oui, 2-8. Ouais, 2-8. 86-78, pardon, Mais tu passes à -78. -9 un moment dans le carton, c'est ça? Tu passes même à -9 dans le carton, à 90-81, ce que je trouve assez, je l'ai posté sur Twitter, mais ce que je trouve assez symbolique, c'est qu'il y avait 90-81 avec 5 minutes 20 à jouer sur le match 5 entre Dallas et OKC de l'an dernier. Donc OKC s'est retrouvé avec un peu plus de chrono, parce qu'il y avait 8-24 au moment où il y a 90-81 sur ce match-là. Mais OKC s'est retrouvé dans le même physionomie. Demi-finale de conférence 2-2 à domicile, t'es mené 90-81 cette année. Tu as complètement retourné la situation avec un clutch
complètement fou. Ou Lou Dort, on en parlera, mais Lou Dort, point. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, on en parlera après, mais là pour le coup, Lou On a Dort, des excuses à faire. On a des ouais, il y excuses a à faire. des excuses, je sais pas, parce que il était mauvais, donc quand il est mauvais, on dit que c'est pas bien, et quand il est bon, on dit que c'est bien. Mais ouais, là, Lou Dort, qui sauve quasiment la saison de Casey à lui tout seul, et puis après un clutch très très bien géré, notamment par chez Gilgeous Alexander Impérial. Dans le quatrième carton, on aura aussi l'occasion de le débriefer. Avant de parler un peu plus tactique, on va parler de nos émotions, Charlie. Je sais que bon voilà une partie de la fanbase a fait un peu caca culotte, j'ai envie de dire durant ce match. En tout cas, il y avait une dose de stress qui était quand même assez importante. Quel est ton ressenti toi sur ce match? Comment t'as vécu ce match toi? Bah, tu parlais de caca culotte, on est complètement dedans, hein. Moi, clairement, je l'ai vécu. En fait, je vois les Nuggets qui déroulent et un petit peu comme au Game 4. Pendant le troisième quart-temps, au Game 4, je me suis dit bon bah c'est fini. On va perdre ce match. Là, je ne vois pas revenir. Et là, un petit peu la même sensation. Alors évidemment, la physionomie du match n'est pas la même. Un petit peu la même sensation. Je me dis bon bah là, ils sont au-dessus. On va pas réussir à revenir et encore une fois, le Thunder me fait mentir et a cette résilience de revenir grâce à Lou Dort, grâce à Shea, grâce à une tonne de choses dont on va parler. Mais non, vraiment, vraiment un ascenseur émotionnel pour le coup parce que même si je pense que je suis l'un des plus positifs de la team, là, j'y croyais pas. Ouais bah enfin moi je suis un peu de ton avis. J'ai envie de dire que c'est le match de la série où j'étais le moins frustré parce que je voyais que Denver était au-dessus. Je voyais que Denver Mm. était clairement au-dessus. Ça confirmait plus ou moins le momentum du match 4 où Denver était un poil au-dessus. Mais j'ai envie de dire, c'est une Mm. série où tout le monde pourra avoir ses regrets. C'est-à-dire que OKC pourra avoir les regrets de pas avoir pris le 1 et de pas avoir pris le 3 parce que tu étais quand même supérieur sur ces deux matchs-là. Comme Denver pourra avoir d'immenses regrets s'il venait à être éliminé de ne pas avoir pris de 4 et de ne pas avoir pris de Ah oui. 5, en tout cas de ne pas avoir fermé la porte dans le quatrième quart-temps du 4 et surtout du 5, parce que dans le 4, finalement, tu reviens assez vite avec les 3 points d'Aaron Wiggins, les 3 points de Cason Wallace. T'as pas vraiment le temps, si t'es Denver, d'accentuer ton lead, alors que là, pour le coup, non seulement Denver a ouvert la porte, mais OKC l'a longtemps refusé. Hein. Parce que j'ai parlé de ce 90-81, Mm. tu restes pendant plus de 2 minutes sans que les deux équipes marquent. T'as des turnovers qui sont perdus un peu n'importe comment, tu te demandes est-ce que OKC va profiter des occasions qui sont offertes par Denver et pendant un sacré paquet de temps, tu n'en profites pas et je me suis dit bon bah ça y est là c'est le moment où tu avais ton opportunité de revenir, tu t'es pas engouffré dedans, maintenant tu pourras juste en mordre les doigts. Et finalement bon Denver a continué à te donner des opportunités supplémentaires de revenir mais ouais, je suis comme toi, j'ai envie de dire que l'expression que j'utilise souvent, mais là pour le coup on est sur deux quatrièmes cartons de requins, c'est pas des quatrièmes cartons de Mm. dauphins quoi. C'est que tu te retrouves deux fois mené avec globalement un carton pour sauver ta saison, hein, parce que si au match 4 tu ne faisais pas ce quatrième carton, tu étais mené 3-1, ta saison elle était quasiment finie, on va être très honnête. Et même si OKC potentiellement aurait été capable d'aller chercher le 6 à Denver en étant mené 3-2, tu complexifies quand même grandement la tâche si t'es pas capable de remporter le match 4, enfin si t'es pas capable de remporter le Ah quatrième oui. carton et ce match 5 à domicile. Donc oui, en termes d'émotion, franchement, il y a très peu de matchs du Thunder qui m'ont fait vivre des émotions aussi fortes que ce match 5 et ça fera 10 ans au mois d'octobre que je supporte quotidiennement cette équipe. Ouais, pour le coup, le 3 points de J-Dub pour passer de, enfin, le 3 points de J-Dub pour passer à +3, le N1 de chez Gilgeous Alexander, le Le 3 3 points de points de Shea chez pour aussi. mettre le dagger. Ouais, là, pour le coup, Ah ouais, non. c'est les émotions. Là, on va être très Ah, honnête, c'était les c'est les frissons. émotions. C'était Ah, frisson. c'était les frissons, surtout que, ben, comme tu l'as dit, sur ce match, pour la première fois de la série, les Nuggets sont un cran au-dessus de toi. En tout cas, ils déroulent mieux, ils exécutent mieux, ils trouvent mieux tes faiblesses, etc. Et c'est dans ce sentiment que tu te dis que tu vas pas réussir à revenir et que tu vas être mené 3-2. Il va falloir aller chercher un match 6 là-bas. Euh, et en fait, ben, le Thunder se résilie et réussit à trouver les solutions pour battre ces Nuggets. Alors, est-ce qu'on peut parler de hold-up? Moi, je pense que c'est pas un hold-up comme le Game 1, parce que celui-là, tu es vraiment dominant et tu le perds vraiment tout seul. Là, tu vas le chercher, mais il te donne, comme tu l'as dit, énormément de cartouches pour le prendre. Voilà, la chute de l'adresse des Nuggets, elle est démentielle. Alors, on va en reparler, mais il y a plein de facteurs qui font
que les Nuggets déjouent, notamment le facteur fatigue. Mm. Ils arrivent dans le quatrième quart-temps complètement cramés. Ils ont quasiment pas de profondeur d'effectif. Donc forcément, ça aide quand tu es OKC et que tu tournes quasiment à 10 joueurs sur la série. Bon, Isaiah Joe, on le voit de moins en moins, mais t'as 10 joueurs en tout cas qui sont capables de jouer cette série. Donc ouais, t'es soulagé et comme tu l'as dit, c'est l'un des matchs, si ce n'est le match le plus important du Thunder depuis énormément d'années, parce que tu passes vraiment un cap avec ce clutch parfaitement exécuté, parfaitement remporté. Quand tu compares au Game 1, au Game 3, où tu es Surtout le Game vraiment en 3. dessous, surtout le Game 3, où tu es vraiment en dessous dans le clutch, où tu as vraiment l'impression que les Nuggets, c'est les parents contre les enfants, en fait, Oui, oui. et ils vont clairement te battre dans tous les cas. Et c'est un petit peu aussi l'impression, le sentiment que j'ai eu pendant le match, pendant le troisième quart-temps, quand les Nuggets, notamment les patrons Jokic et Murray, te mettre une sauce complète dans le troisième quart-temps. Je me suis dit, bon, bah là, c'est les patrons contre nous, les enfants. On a encore besoin voilà, de s'émanciper et de grandir. Et ben non. Le Thunder a décidé de renverser la tendance. Et quand tu regardes le clutch, bah, tu as l'impression qu'OKC, c'est l'équipe avec le plus d'expérience, tout simplement. Ouais, tu te fais mettre dans le blender, effectivement. Alors après, j'ai pas. Tu vois, c'est là où je suis pas mitigé, moi je suis sceptique sur la notion que j'ai pu lire de ci, de là, d'équipe qui mûrit. Tu vois, j'ai fait, enfin, il y a 4 jours, on parlait du clutch du Game 3 qui était absolument infect. Je suis pas sûr que tu aies vraiment eu le temps de mûrir entre le clutch du Game 3 et le clutch du Game 4 et le clutch du Game 5. Même si, j'avoue que l'exécution, en tout cas ce que tu as proposé tactiquement, est quand même assez phénoménal. L'évolution entre le Game 3, il y a absolument rien, et le match 5, où, pour le coup, tu trouves des solutions, tu joues un peu plus collectif, tu as des extra passes, enfin voilà, on parlera quand on évoquera le clutch, mais c'est juste sur ce point-là où je me dis, bon, je suis pas sûr que tu aies vraiment eu le temps de mûrir en l'espace de 3 jours. Je pense plutôt que tu as trouvé des solutions tactiquement. Alors après, les tirs rentrent, hein. Ça pour le coup, ok, ici Ah dans le oui. clutch, les tirs rentraient pas souvent, on va dire, même historiquement dans le clutch, les tirs rentraient pas toujours. Là, pour le coup, t'as mis les tirs qu'il fallait mettre. Le tir de J-Dub est peut-être un des plus gros tirs du Thunder depuis 9 ans, honnêtement. Moi, je l'avais tweeté quand on avait fait le tweet, justement, qui hypait un petit peu le match. J'avais dit que c'était le match le plus important de KC depuis 9 ans. Et c'était le cas. Quand tu vois que, là, ça y est, là, quand tu vois que Cleveland est éliminé, quand tu vois que Boston n'a plus Jason Tatum, enfin, tu vois que la porte est grande ouverte, les Mm. astres s'alignent, pour le coup, Les planètes sont bien alignées, en effet. On parle voilà, souvent d'alignement des planètes pour aller au titre. Pour le coup, quand t'es le Thunder, tu y penses. On va pas se mentir. bah, mais, enfin, je vais être très honnête, moi j'y pense aussi quand je vois tu regardes un petit peu l'historique des champions et tu vois que OKC est globalement la dernière équipe dominante de saison régulière qui tient encore debout, qui est la seule qui est plus ou moins pas blessée avec Indiana aussi. Alors je touche du bois là quand je parle de blessure, Ah oui. mais Ah oui. pour le coup, enfin voilà, je trouve que il y a beaucoup d'as qui sont alignés. Et ça aurait été encore plus triste si OKC n'avait pas été capable de remporter ce match 5. La série est pas finie du tout, hein, c'est pas ce que je dis, mais au moins tu te garantis le droit de jouer un Game 7 à la maison, même si un Game 7 face à Nikola Jokic, ce Nikola Jokic Oui. est toujours un peu inquiétant, mais assez parlé de nos émotions. Je pense qu'on va un tout petit peu rentrer dans l'aspect tactique, notamment sur cette première mi-temps. Charlie, je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé que c'était la mi-temps où les deux défenses avaient le moins bien défendu, notamment OKC qui m'a frappé par son incapacité à protéger le cercle, puisque à partir du moment où il y a le 12-2 OKC, il y a temps mort David Adelman et t'as 5 ou 6 paniers de suite au cercle de Denver Mm. qui lui sont rentrés sans très grande difficulté, sans très grande résistance. T'as un N1 de Jokic, t'as un N1 de Gordon, t'as un N1 de Jamal Murray. Enfin, tu te dis qu'est-ce qui se passe, et OKC n'a pas su réellement protéger le panier à ce moment-là. Et voilà, je sais pas ce que tu as pensé toi de ce stretch très, très précis, mais ça colle aussi un petit peu avec les rotations de Mark Denlow. Tu vois, tu parlais du fait que Isaiah Joe, on le voyait quasiment plus sur le parquet. T'as pas de Jalen Williams pendant le premier quart-temps. Sauf sur la dernière possession du premier quart-temps où il défend Jalen, mais globalement, c'est Hartenstein qui joue la quasi-intégralité du quart-temps et qui doit se taper, et qui doit se farcir Jokic pendant 11 minutes. Tu passes petit, où tu as une line-up à un moment qui est atroce, où tu as Kayson Wallace, Lou Dort, Hartenstein, je sais plus qui est le cinquième, mais une line-up assez horrible offensivement.
Et tu as vraiment cette sensation à partir du moment où tu passes à un intérieur, et même quand tu avais les deux intérieurs, tu te faisais complètement ouvrir le Mm. cercle. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé, c'est que l'absence de Jalen dans la rotation sur ce premier carton, alors qu'il avait fait un plutôt très bon taf sur Jokic, moi, m'a fait dire bah, pourquoi. Faut écouter la phrase, hein. Si on avait Oui, su il y a un mois qu'on allait dire ça, ça aurait été fou. oui. Mais oui, complètement d'accord. Ben là, sur ce premier carton, tu te fais remonter à cause de ça. T'as d'abord Shea qui se fait bully par Murray dans la raquette. Je Hmm. sais pas si tu vois ce play, donc ça commence comme ça. Et après, t'es juste plus soft, en fait. T'es plus soft, tu fais que sauter. Tu sautes à toutes les pump fakes, donc tu fais des fautes, tu donnes des N1. Et c'est clairement ce qui permet aux Nuggets de revenir très très vite, directement après le temps mort, tu l'as dit, et pas repasser devant jusqu'au clutch finalement. Donc ouais, on a été plus soft. Tu parlais des rotations de Marc Daigneault qui changent de match en match. Il y a déjà la gestion de Shea qui a changé. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Je Alors sais je pas. pense, premier carton c'est les rotations normales, deuxième carton clairement il est puni. Je pense vraiment qu'il est Ouais, puni parce qu'il fait n'importe vraiment. quoi. Ok, ici à chaque fois que tu as les minutes sans lui, enfin à chaque fois que tu as les minutes sans lui, tu as cette espèce de line-up magique là où c'est le AAC, là où c'est Caruso, Mm. Wiggins et Kayson avec J-Dub, Hartenstein. Tu refais un run en fin de premier carton avec cette line-up là, tu remets chez, ça marche pas. Et il y a un moment où c'est Yann Eagle de TNT qui dit non, où c'est un insider du Thunder sur Twitter qui dit Shea n'a pas joué l'intégralité du premier carton, il va certainement jouer l'intégralité du second. À un moment, il se fait mettre sur le banc pendant un bon gros stretch, hein. Je crois qu'il y a deux Ouais, trois ouais. minutes où il doit pas être sur où il doit pas être sur le parquet. Je pense que c'était nécessaire pour lui remettre un petit coup dans la caboche pour le remettre un peu droit parce qu'on voyait beaucoup de frustration de Shea à ce moment-là. Et je crois qu'à partir du moment où il revient, il doit être à, je sais plus, 9 sur 14 au tir ou quelque chose dans le genre. Il est à 2 sur 9, Ouais. il termine à 11 sur 23, donc il doit être à, ouais, c'est ça, 10 sur 14 au tir. On reparlera peut-être du match de chez tout à l'heure, mais ouais, pour Oui. revenir sur la défense au cercle, bah, il y a ce stretch du premier quart-temps, mais tu as aussi dans le deuxième quart-temps où, pour le coup, le fait d'être pendant un long moment avec ton line-up Wiggins, Caruso Wallace, que tu utilises à juste titre, parce que clairement, ils te maintiennent en attaque comme en défense, mais tu es à un intérieur. Et ton line-up petit, en fait, sur ce second carton, tu vas me dire ce que tu en penses, c'était assez flagrant. Il t'ouvre vraiment la raquette parce que Jokic passe son temps extérieur 3 points, ce qui fait Mm. sortir Hartenstein, et il fait que distribuer. Et clairement, tu as Jamal Murray qui a un drive tout seul. Il trouve, je crois, Gordon ou Porter Jr. dans la raquette. Et bon, Wiggins, Caruso, Wallace, et je crois le dernier, ça devait être Shea ou J-Dub. Pour le coup, là, c'était trop short pour protéger le cercle. Et c'est à partir du moment où Chet revient sur le terrain que tu te retrouves en vrai à avoir une vraie protection de cercle. Mm. Donc, et sur la deuxième mi-temps, c'était clairement moins flagrant. Ouais, ouais, c'est aussi toute la différence, j'ai envie de dire, entre le match 5 et les autres matchs de la série. C'est que, bon, pour le coup, il y a des gens bien plus intelligents que moi qui l'ont expliqué de manière bien plus claire que moi, mais ce qu'a beaucoup fait Denver sur ce match-là, c'est les pick and roll inversés, où c'était Jokic qui portait la balle et où c'était potentiellement Jamal Murray qui posait un écran ou Aaron Gordon. Enfin, en tout cas, t'essayais d'une part de faire sortir Hartenstein enfin, t'essayais en tout cas de dépatouiller ou d'éloigner Hartenstein de Jokic et surtout t'essayer de faire sortir Chet pour que Chet ne puisse pas venir en aide. Ce qui n'a pas marché dans le quatrième quart-temps où Chet est tranquillement resté en aide. D'ailleurs, c'est en première mi-temps, il me semble, où Jamal Murray doit mettre un N-Watt sur la tronche de Chet. Chet qui est un peu en retard sur l'aide et je me dis, tiens, il n'a pas l'explosivité de Chet pour lui envoyer une crêpe. Et il fait quasiment Mm. la même action dans le clutch où tu as Oui, Jamal Murray oui, qui redrive, oui. où tu as un clutch de Chet, où tu as un compte pardon, de Chet, et je me dis, là, ça y est, là, il lui envoie la bonne crêpe qu'il faut. Mm. Et donc, ouais, sur ça, c'est que bah, tu pouvais pas amener autant de pression sur le cercle parce que tu étais quand même obligé de sortir sur Jokic qui mettait un peu tout. Donc, Surtout quoi, Hartenstein, Jokic t'a beaucoup sanctionné de loin, donc oui. Hartenstein était tant bien que mal obligé de sortir un minimum, et ça t'a vraiment ouvert la peinture.
Oui, oui, oui. Donc Hartenstein n'avait pas trop envie de sortir ou avait pas trop envie de s'éloigner de Jokic, même quand Mm, il y avait du mm, pop. Donc le joueur qui défendait sur soit celui qui posait l'écran, soit celui qui portait la balle était un peu en retard parce que les écrans de Jokic c'est toujours quelque chose. Donc oui, effectivement, je trouve que t'as été exposé sur cet aspect-là parce que Jokic était tellement fort à 3 points que bah, fatalement t'as été un peu obligé de le défendre et de respecter son mm. tir, ce que t'as pas vraiment fait, notamment sur le Game 3 où tu l'as laissé ouvert pendant l'intégralité de la soirée. Là, ça a ouvert un peu les accès au cercle et même au-delà de ça, j'ai envie de dire, tu vois, sur la défense de Jokic, je trouve que Denver, au-delà des pick and roll inversés, a quand même réussi à le servir dans des zones qui étaient un peu plus, qui allait un peu plus dans ce que on peut voir habituellement de Nikola Jokic, c'est-à-dire que ils l'ont quand même servi plus proche du panier. Je trouve que bah, du coup avec les pick and roll inversés, il y a quand même eu beaucoup plus de switch où il s'est retrouvé à jouer du post-up sur Lou Dort, où il Mm, s'est mm. retrouvé à jouer du Sur post-up du sur Caruso, Caruso. Mm. où il s'est retrouvé à jouer du post-up sur du J-Dub. Et je trouve que c'est le match. Alors on en parlera aussi de l'autre côté quand il s'agira d'évoquer l'attaque de Casey, mais c'est le match où les deux stars, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ont été le moins défendus, comme si c'était littéralement Satan. C'est-à-dire que Jokic, on lui a quand même laissé pas mal de situations en 1 contre 1. La défense était quand même un peu moins focalisée sur Jokic, Mm. euh, sur certaines actions, hein, parce qu'il y a d'autres actions. Les 5 Oui, joueurs de oui. KC regardent Il Jokic et pour le coup, ils il y a servent des, il juste. y a des 3 points bien ouverts, hein. Il y a des trois Voilà, points bien voilà. ouverts, hein, quand Bon, même. il y a des 3 points wide open, mais comme de l'autre côté, j'ai envie de dire, il y a des Mm. 3 points wide open quand tu joues la zone de Denver. Mais voilà, t'as quand même moins eu ce sentiment que OKC voulait envoyer 3 joueurs en net sur Jokic. Enfin, moi, Ouais. j'ai pas eu ce ressenti-là. T'as beaucoup de moments où il s'est retrouvé, comme j'ai dit, sur de la pure isolation et voilà, Mm, mm. le nombre d'aides était quand même moins important. Et en deuxième mi-temps, alors mettre au crédit de l'attaque du Thunder qui a quand même joué beaucoup plus rapidement que ce qu'elle a pu jouer pendant l'intégralité de la série. Mais tu as quand même moins de zones. Dans le clutch, il passe en individuel sur Shea. Et là, pour le coup, c'est une possession vraiment demi-terrain où tu essayes Mm. d'égrener un peu d'horloge. Il reste en individuel. C'est le N1 qui met là sur Jamal Murray où ça reste en pur individuel. Là, pour le coup, bah, quand tu vois que chez Gilgeous-Alexander, il a plus d'espace et il n'a pas 3 joueurs qui l'attendent, eh bah, bizarrement, chez Gilgeous-Alexander, il fait son meilleur match au scoring si on exclut le match 2, qui est un match un peu paranormal parce que c'est un match qui se transforme très vite en blowout. Mais ouais, sur cette protection de cercle, moi, ça m'a vraiment frustré parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'OKC se fasse démolir au cercle comme OKC s'est fait démolir au cercle en première mi-temps. Et puis surtout, les rebonds offensifs. Les Aïe, aïe, rebonds aïe, aïe. offensifs. Ça, c'est tout le Vraiment, match, hein. c'est Tout le match. pas le quatrième. Pas le quatrième. Le quatrième, on te prend des rebonds offensifs, mais ils ne marquent pas derrière. Donc, t'es un peu moins dégoûté, mais ils Ah, t'en c'est prennent pas. quand même, hein. Ils Ils t'en t'en prennent prennent quand quand même. même. Ils t'en prennent quand Bah même, oui, t'as, mais. t'as le play où ils t'en prennent 2 d'affilée et Jamal Murray prend un tir dans le corner, là, seul. C'est pas dans le troisième, ça, où il y a Ah, deux c'est dans le rebonds troisième? offensifs C'est de fin du suite? troisième? Ah, c'est possible, hein. Et t'as même une action où je crois que c'est Dort, il fait le box-out sur Peyton Watson et Non, Watson c'est lui Caruso. prend le rebond C'est par-dessus. Caruso. Oh. Ah, c'est Caruso, ok. Ouais, c'est Caruso Mais qui ouais, fait le t'es là. box-out, qui Oh. recule en pensant qu'il y a quelqu'un qui va prendre le rebond. Il y a personne et Peyton Watson qui l'attrape. Alors Ouais, je ouais. sais plus si c'est dans le troisième ou si c'est dans le Je crois que c'est quatrième. dans le 4 ça, pour le coup. Je crois que c'est dans le 4. Mais Bah, ouais, vu les que Peyton, rebonds. vu que Peyton Watson n'a pas de rebond, s'il a un rebond offensif dans le quatrième quart-temps, donc pour le Ouais, je crois coup, que c'est ça. c'est possible. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, en termes de volume de rebonds offensifs, ils en ont 4 sur le quart-temps, tu peux te dire c'est beaucoup, il y a 16 tirs manqués. Donc forcément, Mm, il y a un moment où mm, tu mm. vas peut-être prendre plus de rebonds offensifs, alors que là, je trouvais que c'était systématique, quoi. Soit tu n'arrivais pas à défendre le cercle, soit tu te prenais un rebond offensif sur la tronche, et je trouve, tu vois, autant dans ce quatrième quart-temps, quand tu as des rebonds offensifs, les rares fois où tu as des rebonds offensifs, parce que tu te fais bully par Jokic. Ou alors, tu Ah as une ouais. faute d'inattention, mais bon, c'est souvent parce que tu vas te faire bully par Jokic. Alors que vraiment, pendant les 3 premiers quarts-temps, je trouve que c'est juste de l'indiscipline, quoi. Ou Mm. du manque d'envie. Franchement, Ah ouais, clairement. t'as beaucoup d'actions où Denver, ils prennent leur bon sur toi parce que bah, tu vas pas forcément jumper dans le bon timing, ou tu vas pas forcément faire un box-out. Enfin voilà, je trouve que il y avait cette indiscipline du côté du rebond offensif rebond défensif pour OKC et rebond offensif pour Denver, qui moi m'a frustré. Et je me disais, bon, c'est vraiment une mi-temps où t'es à genoux, quoi, où vraiment tu fais le dos rond, mais tu commences vraiment à avoir le dos qui plie de plus en plus, qui commence à courber de plus en plus, et t'es vraiment pas loin de la rupture. Le run que tu fais là en fin de deuxième quart-temps est quand même très précieux, là où tu fais un run Ouais, de 9-2 pour ouais. n'être qu'à -2 à la mi-temps, alors que t'aurais pu très bien
retourner au vestiaire à -10, -11. Et ouais, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, et je crois que je l'ai posté soit en tweet, soit en message privé, c'est que sur cette première mi-temps, tu fais une Denver à Denver. C'est-à-dire que t'es moins bon, mais tu parviens quand même par des petits gains, que ce soit des lancers francs, que ce soit des turnovers, que ce soit du jeu de transition, à quand même exister et à quand même rester dans le match quand bien même t'es clairement en dessous de ton adversaire. Ouais, tout à fait. Bah, tu parlais des rebonds offensifs. T'en laisses 16 aux Nuggets, il me semble. Alors, c'est assez drôle cette série parce que c'est soit l'une équipe, soit l'autre. C'est Oui, soit les chacun son Nuggets. tour. Soit les Nuggets bouffent OKC au rebond offensif, soit OKC bouffe les Nuggets. C'est jamais équilibré. On l'a vu sur les derniers matchs. OKC c'était un petit peu la surprise, a vraiment eu beaucoup de points sur seconde chance et a pris beaucoup de rebonds off. Là, pour le coup, il y a plein de fois où c'est c'est souvent en plus sur des rebonds longs où ça laisse un rebond. T'as une action où Porter Junior, il prend son tir, il a le temps de prendre son rebond, il en reprend un. Enfin, c'est usant en fait. La C'est usant. séquence où Jamal Murray prend un 3 points, manqué, rebond off, 3 points de Murray, manqué, Murray qui Ouais. prend son propre rebond, re 3 points manqués. Là, c'est le moment où t'as juste envie d'éteindre en disant bon, les mecs Puis, sont pas ouais, dedans. c'est ça, genre. En fait, c'est encore plus frustrant parce que plein de fois, c'est le shooter qui prend son propre rebond et qui remarque derrière. Bon, plein de fois, c'était Jokic. Enfin, bref. Assez frustrant. Et comme je disais, ouais, 16 rebonds offensifs laissés. Tu perds aussi 14 ballons. On parlait de gain à la marge. Celui-là, t'aurais pu le perdre là-dessus. Heureusement, tu provoques quand même 15 pertes de balles parce que c'est dans tes standards. Tu vas toujours en provoquer. Tu vas toujours planter des points dessus. Mais ouais, attention quand même, les rebonds offensifs et les pertes de balles sur ce match. Mais et pour continuer un peu sur les gains à la marge, les Nuggets prennent 15 tirs de plus que le Thunder. Mm, mm. Alors certes, t'as obtenu plus de lancers francs, ce qui d'ailleurs est assez bien, surtout que pour une fois, t'en as peu encaissé et t'en as pas mal provoqué, donc ce qui est positif. Après, il y a Euh, des fautes en fin de match aussi. Il y a des fautes en fin de match, bien sûr, mais quand même, même sur l'aspect visuel, t'as beaucoup moins abusé des fautes et toi, on va pas dire que t'as provoqué plus de lancers francs que d'habitude, mais t'as été dans ton agression habituelle, on va dire. Donc bon, voilà. Ouais, non, je suis d'accord. De toute façon, si on regarde les fréquences de tirs tentés, OKC tente 40% de ses tirs au cercle sur le match. Ça doit être le plus haut, je pense, de Mm, l'intégralité de la série. Là où Denver n'en tente que 28. Et pour le coup, t'as forcé en soi Denver à faire ce que j'avais dit quand on avait fait la preview, c'est t'as forcé des shooters de petit volume à prendre du volume mm, du côté de c'est Denver. ça? À 3 points en tout cas. Et ça a payé. Pour le coup, ça a payé. Et ça a payé d'autant plus que j'ai eu la sensation de revoir la fin du match 3 mais inversé. C'est-à-dire que Mm, à la fin du match 3, on en avait beaucoup parlé avec Tom, ce 3 points wide open enfin relativement wide open de Lou Dort qui veut pas prendre quand OKC est mené de 2 en début de l'overtime. Et là, j'ai eu l'impression de voir que c'est Denver qui commençait à avoir des doutes sur leur efficacité. Alors, Michael Porter Jr. a toujours envoyé, parce que lui, pour le coup, se pose pas de questions. Ça a plutôt bien réussi à OKC, là où ça n'avait pas réussi au match 3 à OKC. Et t'as un moment où Russ, il fait un airball parce qu'il hésite à prendre le 3 points mm, avant, mais il mm, envoie mm. quand même une saucisse. Christian Brown, il a quasiment la même action que Lou Dort. Il est dans le corner, c'est le même corner en plus. Même côté du parquet, même corner, où je crois qu'il y a -3 OKC. Il y a +3 OKC. Il hésite à prendre le 3 points. Il est relativement ouvert. Je crois que c'est Chet qui doit sortir sur lui. Il est relativement. Non, c'est Lou Dort qui sort sur lui. Il est relativement ouvert. Il repasse à Jokic. Et à ce moment-là, tu fais. Ça y est, tu commences à distiller le doute chez eux. Et ce qui fait que dans le clutch, là où Casey était relativement imprévisible, puisque hormis Chet, tout le monde est impliqué sur les actions dans le clutch. Et encore Chet est impliqué en tant que poseur d'écran. Mais on va dire que c'était pas lui qui était Hmm. le finisseur des actions. Si, il me semble qu'il marque. Ah, c'est peut-être pas dans le clutch, mais il marque un panier. À Il me semble. 4,54 là où sur C'est l'action celui où qui te c'est fait Dort qui égaliser. sauve la balle. Oui. Ouais, c'est celui qui te fait égaliser en fait. Mais t'es à 4,54, tu viens tout juste de Hmm, rentrer dans le clutch, quoi. hmm. Alors que Ouais, bien sûr. pour le coup, l'extra passe de Dort pour le 3 points de J-Dub, c'est quand il reste 1 minute 10. Bah oui, Le oui. alley-oop de Shea pour Hartenstein, c'est quand il reste de 40. C'est sur vraiment le clutch du clutch, quoi. Et c'est la seule action où t'as vu Chet un peu utilisé, mais ce qui fait que sur la fin de match, honnêtement, bah, c'est Murray Jokic, quoi. J'ai même envie de dire, c'est Jokic, C'est quoi, sur la fin de Jokic. match, hein.
C'est Jokic, Jokic. en vrai, on peut embrayer sur le clutch parce qu'évidemment, c'est quand même le fait marquant de ce match. OKC qui sort un clutch magistral. Taille pas trop. Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Évidemment, on a envie de parler de Shai. On l'a beaucoup critiqué sur ses choix dans le clutch, notamment au Game 3 où il fait vraiment un clutch horrible. Et c'est J-Dub qui te sauve un petit peu. Là, sur ce match, rien à dire. Bonne prise de décision. Je crois qu'il commence. Donc c'est même, je sais pas si c'est. Ouais, c'est le N1. Il commence par le N1 sur Murray, c'est ça? Dans le clutch, Donc, oh, il y a des passes ouais. décisives avant pour Dort, Ouais, hein. il y a des passes décisives avant pour Dort, évidemment. Il y a Euh, le spin, il y a spin pour repasser à +2 juste après le compte de chat, il me semble aussi. Il reste 3,40 Ah t'es oui, ouais. sur une Ouais. situation de semi-transition. Ou alors Jokic vient d'égaliser, je sais plus. Hmm. T'as une Oui, situation c'est de ça. semi-transition où justement il empêche la zone de se mettre en place en jouant beaucoup plus vite et il fait le spin en finissant Ouais, le ouais, cercle c'est ça. avec la défense de Murray. Après, évidemment, peut-être avant de parler de chez dans le clutch, on peut quand même revenir sur Lou Dort. T'es à -9. Lou Dort rentre, fait une passe dans les pieds d'Hartenstein et fait faute derrière. Je sais pas Ah toi, ouais, non Constant. mais bah, Moi, je me j'ai dit, dis, sors-le, non mais sors-le, sors-le. de On ne toute veut plus te façon. voir. De toute façon, enfin, vous allez sur le Twitter de Wear Thunder, c'est littéralement marqué, hein. Déjà, le nombre de fois où j'ai tweeté en full match que fout Lou Dort sur le parquet, Ouais, mais c'est vraiment du ouais, ouais. fou parce que début de match, il est catastrophique et il y a plein de fans du Thunder, il y a plein d'insiders ricains du Thunder qui disent tu ne peux pas attaquer avec Lou Dort parce qu'il ne le calcule absolument pas. T'attaques systématiquement à 4 contre 5 quand t'as Lou Dort sur le parquet et c'est là où j'ai envie de dire c'est toute la magie et c'est la frontière entre la folie et le génie repose sur les tirs Mm. à 3 points, rentrés ou pas. C'est-à-dire que début de quatrième quart-temps, je me dis, mais pourquoi Marc Delnault remet Loudor? Je me dis, mais Surtout que c'est dans sa première action. Première action, il fait une première passe dans les action. pieds, il fait faute. Ouais, Aïe, aïe, aïe. première action et je le tweet en disant Lou Dort, il revient, il t'envoie une saucisse pour Hartenstein qui fait une perte de balle et je termine le tweet en disant bien joué Marc, enfin de manière assez Mm. sarcastique. Et puis c'est le moment où il explose, tu vois. C'est déjà début de quatrième quart-temps, t'as pas ton espèce de line-up là, la AAC là avec Caruso, Wiggins et Kayson Wallace. Donc ouais, c'est sur ça où je me dis, franchement, ça va très mal se passer. Et puis, Mm. pour le coup, bah, t'as ce moment miracle où t'as un premier 3 points qui est sur transition. Tu sens que vraiment celui-là, il veut le prendre. Ouais. -6. Et puis après, je crois que t'arrives à faire non, t'as deux lancers francs de Murray. Ensuite, c'est Shea qui sert Lou Dort. Lou Dort, il est dans le corner, il est défendu par Jokic. Jokic, il lui laisse 3 points, enfin 3 mètres d'espace dedans. Puis après, t'as Peyton Watson qui loupe son 3 points. Et puis ensuite, tu rejoues une situation de transition. Il te reprend à 3 points, qui est quand même très compliqué le 3 points. Il est à un Ah ouais, mètre et demi celui-là, s'il derrière la ligne. rentrait. Il le met dedans. Et à partir du moment où il le met dedans, il y a Mm. 2 points d'écart. Denver prend temps mort. Et t'es complètement rentré dans le match. T'es complètement revenu dans le match. Donc, Mm, mm. et c'est là aussi où tu vois comment. Bah déjà, comment tu peux contrer une zone, mais c'est surtout comment le fait de rentrer les 3 points peut complètement te débloquer une attaque, puisque Ah, bah, bien sur sûr. le 3 points de J-Dub, t'as une situation où c'est chez Gilgeous Alexander qui fait la passe à Dort. Dort, il est à 45 à droite du parquet. Il fait une pump fake en disant oh, j'ai peut-être envie de le prendre. Et là, à ce moment-là, je me suis dit c'était peut-être le 3 points de trop, on va être très honnête. C'était Ouais. peut-être le 3 points de trop. Il ressort sur Shea qui va côté droit du parquet. Il est à peu près, on va dire à 45, mais à l'intérieur du panier, il est à l'elbow. Il y a une prise à deux sur lui. Il ressort sur Dort. Dort qui a l'intelligence de faire l'extra passe. J-Dub Mm. qui se retrouve tout seul tout seul à 3 points face à sa responsabilité et qui les plante dedans. Mais pourquoi Lou Dort peut faire l'extra passe? Parce que Aaron Gordon sort sur lui. Mais Parce oui. que ils se disent là on est obligé de sortir sur lui et Mm. c'est peut-être même mental, c'est peut-être même inconscient, j'ai envie de dire, le fait qu'Aaron Gordon sorte dessus. Parce qu'il se dit, bah, je l'ai vu en planter 3 dans le carton, quelque part, je suis obligé de sortir sur lui parce qu'il peut me sanctionner. Ce qui donne un tir encore meilleur que ce que tu aurais pu avoir avec Lou Dort. Et c'est le tir qui fait complètement basculer le match en faveur d'OKC. Donc, ouais, c'est pour le coup crédit à Mark Delnault qui, sur 2 matchs de suite, nous sort des line-up où nous fait des Crédit à, choix qui sont payants. crédit à Mark Daniels, surtout que t'as Dort qui plante son premier 3 et il doit faire un choix crucial, c'est-à-dire ben, est-ce que tu laisses Dort ou est-ce que tu laisses Caruso? Mm. Caruso qui en a quand même mis 3 dans le match, Ouais, qui en a Caruso raté un qui. juste avant.
Il en tient rate le un, Thunder en vie qui aussi. Caruso de toute Caruso façon, qui porte ses balls qui, à chaque match. qui porte ses balls, c'est qui porte l'équipe en même temps. Et je crois que Caruso, justement, il rate un 3 points, il perd la balle. Je vois Caruso qui sort pour Jalen d'ailleurs. Jalen Oui, qui fait d'ailleurs aussi un quatrième carton exceptionnel. oui. Et je me dis, c'est vraiment un choix crucial. Lou Dort reste sur le terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Et il t'en replante deux et il te marque 9 points d'affilée. Tu repasses, je crois, à -2. Ouais, moins Et, de et ensuite, 92-90. ouais, voilà. Et ensuite, Denver ne plante plus un tir. Je crois que pendant 7 minutes, Denver ne marque pas de panier parce qu'il marque des lancers francs. Il Oui, marque c'est pas de ça. panier parce que déjà de base, tu as une défense qui est, c'est un verrou. On parlait au début de match, oui, tout à l'heure du début de la première mi-temps où au cercle on se faisait laminer. Là, Chet Holmgren, c'était très très solide. Tu as une action en transition, je crois, où Christian Brown, il regarde même pas le cercle, il ressort à 3 points pour Murray qui rate son 3 points. Il contre Murray. T'as Hartenstein aussi qui contre Gordon. T'as, Ça, c'est en première mi-temps, ça. Ah ouais? Putain, je suis Bah, perdu. il me semble que la crêpe qu'Arkenstein fout sur Gordon, en tout cas, Non. c'est pas dans le quatrième carton. C'est Je dans le suis quasi troisième sûr alors de ça. peut-être. C'est dans le troisième alors peut-être. Mais t'as Chet sur un drive de Murray, t'en parlais tout à l'heure de cette action où il le contre, où il le conteste. Enfin, j'ai trouvé en Dans- tout cas déjà qu'on était beaucoup plus appliqué défensivement. T'as Lou Dort aussi sur Murray qui fait un excellent taf. Alors, comme je l'ai dit au début du podcast, il y a clairement le facteur fatigue. Tu le Ouais. sens. Tu le sens, les Nuggets, les tirs, ils sont plus compliqués, ils sont plus poussifs. Ils ont tous 40 minutes dans les pads, donc c'est compliqué. Puis t'as Michael Porter Jr. qui est à moitié blessé, qui est pas en rythme, qui t'envoie crêpe sur crêpe. Donc ça, on est bien content. On remercie Westbrook, Ouais, évidemment. bon, tu peux remercier, en vrai, tu peux remercier tout le monde sauf Jokic, hein, Tu en peux, fait, tu peux remercier tout le monde, ouais, c'est sûr. Sauf Kitsch, mais ouais, Lou Dort exceptionnel. Et après, tu arrives dans le clutch et voilà, Shea qui cuisine la défense, qui fait les bons choix avec ce play sur Hartenstein, ce alley-oop parfait. Tout ce qu'on lui demandait, tout ce qu'on lui a reproché, dans ce clutch, il l'a fait. Et dans ce match, de manière générale, alors certes, il y a des moments dans le match où il force, c'est encore poussif, mais la deuxième si tu mi-temps est regardes très bonne. Si tu regardes, ouais, la deuxième mi-temps est excellente. T'as la fin du deuxième quart-temps où tu fais le petit run très important où il te marque, je crois, deux paniers, dont un and one. Donc ça te permet de revenir à -2. Donc non, clairement, tu peux que être satisfait de cette fin de match. Et je pense que on va s'en rappeler parce que c'est clairement le match qui te fait basculer la série, qui te fait basculer la saison. C'est Attends, pas fini encore, pas fini. Oui, La mais série en n'est tout cas, pas tu l'as dit, finie. c'était le match le plus important de la saison. Tu l'as pris avec un clutch de haute volée et avec J-Dub qui t'avait envoyé un airball 3 minutes avant qui te Hmm. plante ce 3 points dans le corner. Mais c'est là où j'ai envie de dire, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais à partir du moment où Shai Alexander il revient de son deuxième stint où il est sur le banc, la deuxième carton, il devient très bon. Il se remet complètement dans le match. Franchement, jusqu'au moment où il est à 2 sur 9, il perd 4 ballons, je crois aussi à ce moment-là. C'est le pire stretch de Shai Alexander sur l'intégralité de la série, même pire que l'overtime Ah ouais? enfin, même Ah, pire moi, que le j'aurais clutch du dit que match 3. l'overtime, c'était pire, hein. Franchement, c'est pire parce que non seulement il perd des ballons, mais en plus, il y a de la frustration. C'est-à-dire que l'attaque un petit peu caca que tu as pu avoir sur l'overtime et clutch du match 3, elle découle aussi du fait que t'as pas de spacing. Mm. Il force des trucs. Là, c'est de la frustration. C'est vraiment, il n'arrivait pas à aller dans ses zones et il continuait d'aller dans ses zones. Il continuait de s'empaler. J'ai envie de dire que c'est pire que le match 3 parce que justement, il y a eu la fin du match 3 et qu'il a compris que c'était pas trop ça qu'il fallait faire. Ainsi, sur le match 3, il y a beaucoup de setbacks à 3 points qui sont manqués. Mais ouais, moi vraiment, c'est le pire moment parce que en plus, il n'y a pas l'investissement défensif derrière. Il y a des moments où il roupille. Même dans le Ouais, clutch, il y a une ouais, action là ouais. où c'est sur un 3 manqué de Michael Porter Jr. où il roupille. Franchement, il est en retard. Il a la chance que Michael Porter Jr. le mette pas dedans. Même s'il y a quelques actions, justement, il y a un compte dans le quatrième quart-temps sur je sais plus qui, de chez qui est assez précieux en termes de protection. Ah Certes, oui, on a sur Watson, je crois. je sais plus, mais Je crois que c'est sur sur un joueur de Watson et oui, Denver. oui. Surtout que c'est encore une fois des rebonds offensifs. Je crois que les Nuggets en prennent deux et Watson tire et t'as Shea qui contre. Ouais, mais tu vois, en termes de protection de certes, on a un peu revu ce qu'on avait vu
sur la série face à Dallas, c'est-à-dire de la protection de cercle secondaire de chez Gilgeous-Alexander, où tout le monde est un petit peu focus sur en tout cas le joueur de Denver qui drivait. T'avais quand même beaucoup de monde qui arrivait sur lui. Il drivait dans une situation un peu compliquée. T'avais chez Gilgeous-Alexander qui arrivait en second rideau pour planter un bloc. Mais ouais, effectivement, le clutch est quand même assez formidable. Il a été moins défendu, comme je l'ai dit, en zone. Et même lorsqu'il était défendu en zone, il a trouvé les solutions. Je crois que sur le quatrième quart-temps, il est à 10 points, 3 passes, mais il y a un moment, je crois, qu'il génère 15 points de suite pour OKC, soit avec du Ouais. scoring, soit avec du playmaking. Et puis surtout, comme tu l'as évoqué, tous les choix étaient bons. Alors, il y a un jumper là, je crois qu'OKC est à -2 où il est un Oui. peu précipité, mais bon, ça on va pas trop y en vouloir. Mais c'est ses tirs. Enfin, celui-là, c'est pas le pire tir qu'il ait pris de la série et du match, quoi. Oui, et puis surtout, tu vois, tu parlais du airball de J-Dub. La passe est très bonne. Là, c'est Mm. exactement la passe qu'il faut faire. Après, J-Dub, il met le tir, il met pas le tir. Mais la passe de chez Alexander, c'est exactement la passe qu'il faut faire parce que J-Dub est relativement ouvert dans son corner. Enfin, il est à 45, mais il est relativement ouvert. Après, il t'envoie un airball. Mais je trouve que dans la manipulation de défense de chez Alexander, c'est vraiment le carton parfait parce que c'est lui qui crée tous les décalages, en fait. C'est lui Mm. qui attire la zone. C'est lui qui sait dans quel spot il doit aller justement pour surcharger un côté du terrain et libérer l'autre côté du terrain. Donc ouais, je trouve que chez Alexander, au-delà de son scoring, au-delà du fait qu'il a été d'une part plus agressif et deuxièmement qu'il a été euh, meilleur en termes de shotmaking, hein, parce que typiquement le N1 qui met sur Murray là, faut le rentrer et en début de série Mm. c'était pas des tirs qui tombaient dedans. Là aussi Ouais, et son, puis, son, son tir à 3 points, le tir à 3 points qu'il met, juste pour conclure sur ça, le tir à 3 points qu'il met là en sortie d'écran, on avait parlé, je crois c'était dans le débrief du match 4 avec Pierre où j'avais dit son pull-up à 3 points c'est l'arme pour faire exploser la zone. Alors déjà, premièrement, t'as un écran XXL d'Artenstein qui fait que Brown peut pas sortir sur lui. T'as Jokic qui sait que de toute façon il est à genre 0,03% sur ses pull-ups à 3 points sur la série, donc autant drop, parce que de toute façon, que tu mm. sois à -5 ou que tu sois à -6, j'ai envie de dire que le calcul est quasiment le même, donc tu préfères plutôt donner le tir à 3 points, et il le met, quoi. C'est le Mm. tir qu'il a cherché de mettre pendant l'intégralité de la série, et il le sort au meilleur moment, quoi. Donc ça vient ponctuer un clutch où il est vraiment impérial, parce que chaque décision est bonne, au-delà du shot Mm. making pur. Ouais, et puis même en termes de prise de décision, même globalement sur le match, par rapport aux autres games de la série, tu l'as dit, là, il prend un 3 points qui est un bon tir, il en prend que 3 sur le match, il a beaucoup moins forcé à 3 points. Et t'as par exemple, en début de troisième quart-temps, t'as les Nuggets, Jokic, Murray qui commencent à faire leur truc, tu sens que ça sent le roussi. Et t'as Shea qui te tient pendant de longues minutes, il marque, je crois, 8 points. Sans lui, Mm. tu coules. À un moment, ça Et les s'échange paniers des qui paniers. marquent, et les paniers qui marquent, ils sont au cercle. Et je crois qu'il y en a un à mi-distance. Oui. Et ça change de ces pull-ups à 3 points incessants. Donc certes, il faut en prendre de temps en temps comme le dernier qui met parce que il est ouvert et parce que les Nuggets anticipent. Mais il a beaucoup plus trouvé ses spots que tous les autres matchs, en fait. Parce que même le Game 2, tu vois, il marque beaucoup de transitions, etc. Là, tu l'as quasiment vu que sur jeu placé et tu l'as vraiment vu imposer son jeu et trouver ses spots et voilà. C'est du semi-jeu placé parce que tu joues quasiment comme Oui, si parce c'était qu'il de la joue vite. transition. Parce qu'il joue vite. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu Mais c'est joues. moins de la transition où je veux dire où il va marquer des points gratuits sur une interception ou sur quelqu'un qui fait l'interception et court devant, tu vois. Oui, ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est le facteur clé, clairement, de ce match et de l'attaque d'OKC. C'est déjà ce qui te permet de rester en vie en première mi-temps. T'arrives pas à attaquer demi-terrain sur eux et tu survis grâce au jeu de transition, d'une part parce que Denver perd beaucoup de ballons en première mi-temps et secondement parce que tu es assez impérial sur le jeu de transition, sur la manière d'attaquer la transition. Et d'ailleurs, c'était un échange à un moment de mauvaise défense sur transition face à mauvaise défense sur transition, quoi. T'as vraiment des stretches, notamment dans le deuxième carton où les deux équipes sont incapables de défendre une transition. Et ouais, c'est le fait d'avoir accéléré le jeu qui fait que Denver n'avait pas le temps de mettre sa zone en place. Ils étaient déjà un Mm. petit peu, on va dire, hors de position vu que Shea déclenche son action très vite et ça lui a permis justement d'être plus dans ses spots et de terminer un peu plus au cercle. Je pense qu'il a jamais autant tenté de cercle sur ce match que sur l'intégralité Mm. des matchs de la série, peut-être même des playoffs, l'intégralité des playoffs.
Donc ouais, c'est vraiment le match référence de chez Gilius-Alexander, où ok, t'as Jokic qui est complètement fou, voilà, c'est encore une fois le meilleur joueur du monde, mais chez Gilius-Alexander a répondu présent sur le moment, et j'aurais dire, depuis la fameuse photo où ils se font la gueule là, à la fin de l'overtime du Game 3, chez Gilius-Alexander, dans le clutch, c'est 6 sur 8 au tir et 2 victoires. Donc c'est pas mal en termes C'est pas mal. pour le coup, lui qui a été dégueulasse en termes de tir dans le clutch depuis le début des playoffs, eh ben c'est le moment où justement il se remet un petit peu en Mm. ordre de marche. Ouais, tout à fait. Puis ça te permet clairement. Enfin, on parlait dans les débriefs justement du clutch, que c'était désastreux, qu'on arrivait du mal à exécuter, que c'était peut-être dû à l'inexpérience ou on sait pas trop si c'est l'inexpérience, mais il y a aussi beaucoup de choix tactiques qui étaient mauvais, etc. On disait qu'il fallait progresser. T'as perdu les deux premiers, tu gagnes les deux suivants. La progression, elle est là. La progression, elle est là. Tu passes un vrai cap en plus à domicile. Tu prends ce game 5 alors que t'as juste avant pris le game 4 dans le clutch. Euh, c'est clairement ce qu'on attendait et ça fait plaisir pour la suite à voir si on va continuer sur cette lancée. On espère que les prochains matchs ne seront pas dans le clutch et qu'ils seront remportés plus facilement, que ce soit pour nos cœurs ou même pour éviter un problème technique. Mais non, clairement, clairement, tu peux que être satisfait de la performance dans le clutch du Thunder. Et tu as vraiment cette comparaison avec le Game 1 où tu as Jokic dans le Game 1, il fait un clutch d'anthologie. Dans le match d'hier, il fait un clutch d'anthologie, il envoie une prière à 3 points. La toupie là, la On, toupie bébé là, on se demande encore comment ça rentre. il y a Au que Game Jokic 1, qui peut le mettre, hein. il n'y a que Jokic qui peut le mettre. Et il l'a déjà mis auparavant, c'est ça le pire. Il l'a mis, Et tu vois, là c'est la seule fois où je me suis mis à la place des fans des Lakers en disant, ouais, ah, exact. c'est ça cette J'ai sensation. vraiment pensé la même chose. Je me suis dit, ah, c'est Ah ça être fan des ouais. Lakers. C'est ça Ah, cette c'est sensation ça, c'est une douleur. désagréable. Sauf que, comparé aux Lakers, nous, le match après, on le prend. Parce Mm. que juste après, tu l'as très bien raconté tout à l'heure, mais l'action où J-Dub se retrouve seul dans le corner, c'est l'action parfaite. Tu te demandes pourquoi tu fais pas ça toute la série, tout le match, parce que tu dissèques la zone parfaitement. Mais ouais, pour revenir sur la comparaison avec le Game 1, au Game 1, t'as Jokic qui est impérial et t'arrives pas à donner du répondant en attaque en face. Et là, ben, t'as complètement l'inverse parce que t'as Shea qui est complètement indécent et tu trouves ce tir ouvert de J-Dub qui fait que tu réussis à prendre ce match. Après, j'ai envie de dire, la différence entre le Game 1 et le Game 5, c'est que tu as le momentum avec toi. Là où le Game 1, c'est Denver dans le clutch qui grignote, qui grignote, qui grignote, et où toi qui commence un petit peu à trembler des genoux. Sur le match 5, justement, tu as le comeback, enfin tu fais précédemment le comeback, et c'est toi qui as un peu le momentum dans ton Oui. sens, où tu sens que Denver est à plus 12, et tu sens que t'as l'ascendant, pas psychologique, mais au moins t'as l'ascendant de fraîcheur, et t'as un peu le momentum qui va dans ton sens. Donc pour moi, c'est un peu la Mm. différence entre le Game 1 et le Game 5, c'est que ouais, dans les deux cas, Jokic est impérial, mais d'un côté, t'as une équipe qui mène, qui voit qui voit ce lead diminuer et grignoter petit à petit par des actions de malade de Jokic. Surtout que tu fais beaucoup de fautes dans le clutch du Game 1 où tu n'arrives pas à le défendre. Là où de l'autre côté, sur le clutch du match 5, je trouve que OKC a plus le momentum dans son sens parce que tu as fait précédemment le comeback. Mais c'est là où, j'ai envie de dire, c'est là où on peut s'embêter à faire des analyses, on peut s'embêter à faire des raisonnements construits, argumentés. La réalité, c'est que le basket est un sport complètement imprévisible, puisque OKC a perdu le match où Jokic est à 8 sur 25 au tir, 0 sur 10 à 3 points et 8 turnovers. Et OKC a remporté le match où Jokic est en 44-15-5 à 17 sur 25 au tir et 5 sur 7 à 3 points. C'est l'irrationnel de ce sport, c'est que on peut dire tout ce qu'on veut. Il y aura toujours des trucs complètement absurdes. Où tu perds le match où Jokic fait limite son pire match en carrière en playoff, et tu perds le match où bon, il en a fait des extraordinaires. C'est peut-être pas son meilleur match en playoff, mais c'est un des meilleurs matchs de Nikola Ouais, Jokic en playoff. Donc ouais, c'est ce côté irrationnel où honnêtement c'est pour ça qu'on aime aussi le sport, et c'est pour ça qu'on aime tout aussi à le fait. basket, c'est que tu as des trucs complètement fous et ça fait vivre de très belles émotions. Mais sur le clutch, tu vois, tu as quand même
ce côté où t'as réussi à les faire jouer et puis t'as cette sérénité, j'ai envie de dire. T'as la sérénité que dire, t'avais ouais. pas sur les autres. C'est Mm. que tu mets 20 points sur les 5 minutes du clutch. D'ailleurs, fun fact, je te l'ai dit en off juste avant, OKC remporte le quatrième quart-temps en 34-19. La dernière fois qu'OKC avait mis 30 points dans un quart-temps, c'était le troisième quart-temps du match 2. Match 2. Ça faisait 2 matchs et demi, voire même 3 matchs complets que le Thunder n'avait pas planté un carton à 3 points, enfin à 30 points ou plus. Et il est arrivé au Et meilleur surtout, moment surtout possible. tu perds les 3 premiers. Tu perds les trois Oui, premiers cartons, il me semble. oui, tu perds les 3 premiers, mais comme tu perds les 3, enfin comme tu perds 3 cartons du game 3 aussi, il me semble, il doit y avoir un truc comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment le moment où tu as eu quand même de l'exécution, c'est le moment où tu as fait preuve de sérénité. Après, il y a des plays qui sont complètement, enfin, qui sont cruciaux, tu vois, on en a parlé, mais sur l'égalisation de Chet, Lou Dort, il va te sauver, le Ouais, rebond off, là, ouais. la balle, enfin vraiment, il la glisse pour le J-Dub, le sauvetage est incroyable. Du coup, t'as une broken play, on va appeler ça. La défense est pas très bien organisée, donc Hartenstein, il permet de servir Chet. T'as Chet ensuite qui tente un fadeaway sur Jokic. La balle, elle reste 14 secondes sur le cercle, ce qui fait que Jokic et Brand ne peuvent pas prendre leur rebond et c'est Hartenstein qui se sert ensuite pour mettre le putback. Je crois que c'est au moment où il y a 96-94 Denver. T'as deux actions qui sont cruciales. T'as deux actions qui sont cruciales à ce moment-là où c'est des broken plays, où c'est la balle qui reste juste ce qu'il faut à rouler sur l'arceau pour mettre les joueurs de Denver hors de position. Enfin, vraiment, t'as eu les actions à 50-50, j'ai envie de dire qu'elles sont tombées dans ton sens. Et c'est là Ouais. pour le coup où on en a déjà beaucoup parlé, mais je trouve que le tir de J-Dub est. Ouais, c'est peut-être le tir le plus important. Pour moi, c'est le tir le plus important du match. Hands down, comme on dit en C'est anglais. surtout qu'il arrive juste après C'est ça. une clim de Nikola Jokic. Enfin, rendez-vous compte, le tir qu'il met, là, on le revoit en Il replay, climatise la ça nous salle. fait rigoler parce que c'est un tir de ouf et qu'on a pris le match. Mais je vous jure, la salle était climatisée et même nous devant nos écrans climatisés. Et tu plantes ce 3 points juste derrière. Je vous jure, si tu le mets pas, le match change complètement, que ce soit déjà au score, parce que tu es à égalité, Mm. et dans les têtes, que ce soit des joueurs des Nuggets et des joueurs du Thunder. Ouais, et puis voilà, effectivement c'est ce que je voulais évoquer, c'est que franchement, alors Paycon Center a fait un bruit sur ce match-là, a vraiment fait beaucoup de bruit. Ouais. Les t-shirts noirs et enfin blanc et bleu étaient absolument magnifiques. Pour ça qu'il faut mettre les t-shirts, c'est quand même plus joli. Mais vraiment le 3 points Jokic, allez revoir l'action, écoutez la clim qu'il fout Ah dans ouais. Paycom Center. Surtout que c'est les arbitres font un arrêt de jeu pour voir si le tir est bien à 3 points. Donc ça met un espèce de moment de flottement où le jeu reprend pas directement. Donc du coup, tu as le temps de bien encaisser ta clim, quoi. Et t'as des Et gros plans surtout, sur les fans. les réalisateurs, ouais, ils font des gros plans sur les fans, ils sont dépités. Sur les fans qui comprennent rien, t'en as un qui se prend la tête comme ça, Ah ouais. t'en as une qui dit What's happening? Mais c'est vraiment Alors, le mec qui se prend la tête, c'était un miroir. J'étais pareil, j'étais ouais, comme ça. moi j'étais en mode vraiment je me suis mis sur la table, j'étais en mode mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut Ah, faire? vraiment. Et c'est justement là où le 3 points de G-Dub, c'est un peu c'est un peu représentatif du clutch, c'est que à partir du moment où t'es passé devant, t'as jamais laissé l'opportunité à Denver de reprendre le lead. C'est-à-dire que Denver a toujours attaqué menée de 2 ou menée de 3. Et justement, ce 3 points de G-Dub, t'as la salle qui est complètement climatisée. Si tu le mets pas, et pour le coup, c'est un tir, tu peux pas être plus wide open, hein, c'est limite un practice shot, hein, on va être très honnête. Si je pense que bon, les jambes elles devaient quand même être un poil lourdes du C'est pas un côté de switch, J-Dub. hein. C'est pas un switch. Non, elle est un peu courte. Enfin, le tir, il est un peu court et il rentre dans le Ça panier. rentre. Enfin, moi, quand je Ça l'ai vu rentre. Ça partir, je me rentre. suis dit c'est court, hein. Je me suis dit il va faire un début d'arceau. Mais Ouais. ouais, il rentre dedans et puis surtout, bah, si, comme j'ai dit, si ça rentre pas dedans, Denver a pour la première fois depuis 3 minutes 30 l'occasion de prendre le lead, en tout cas une possession pour Mhm. passer devant. Et une possession pour passer devant alors qu'il reste 1-18, bah, ce qui fait que s'ils rentrent le tir, enfin, tu te doutes qu'ils vont jouer une possession de 15-20 secondes, donc tu es en dessous de la minute. Là, pour le coup, si tu prends un tir, ça devient quand même compliqué. Donc ouais, le tir de J-Dub, honnêtement, est l'un des, je pense, sans manquer de respect à des tirs de Ross face à Denver en saison régulière, je pense que c'est le tir le plus important rentré par un joueur de KC depuis 9 ans. Depuis le dagger de KD au Game 1 face aux Warriors en 2016, je pense que t'as pas eu plus gros tir. Alors après, peut-être que ça mènera à rien, peut-être que KC perdra la série en C'est 7 et on ça. dira bon bah tant pis. Mais C'est ça. potentiellement, ça peut être le point de bascule de ta campagne de playoff. Mhm.
Donc voilà, et puis parler un petit peu au-delà des rotations, alors faire bien sûr, on l'a fait, mais faire un SO à Jeline, qui va, comme j'ai Ouais. dit, moi m'a surpris, enfin j'étais surpris de pas le voir dans la rotation au premier quart-temps. Il a un stretch de 3-4 minutes là dans le quatrième quart où ouais, il freine pas Jokic, non. C'est pas qu'il limite Jokic, il le freine, ce qui est déjà Ouais. suffisamment important vu le Mais, niveau de Nikola Jokic sur ce match. mais ouais, bah, moi, je fais mon mea culpa, hein. J'étais celui qui y croyait le moins, hein, à Jalen, notamment en playoff, mais il fait. En fait, il est tellement bien utilisé. C'est vraiment 10 minutes où tu l'envoies au charbon sur Jokic, il se donne à fond. Tu t'en fous qu'il fasse 5 fautes parce que de toute façon, tu veux pas le faire jouer plus. Et encore une fois, sur ce match, le quatrième quart-temps, c'est, comme tu le dis, tu peux pas stopper Jokic, mais il Ah va ça le c'est sûr. fatiguer. Il va le fatiguer, ouais, pas sur ce match. Il va le fatiguer, il va le freiner, tu vois. Il lui fait provoquer, il lui fait faire des fautes offensives, etc. Il, tu sens que Jokic, il est Ah pas ouais, content d'avoir Jalen sur lui. Tu sens alors qu'il est pas content. ça, petit point arbitrage, faut qu'on en fasse un à Oui, chaque ah oui, fois. d'ailleurs. Oui, parce que Waouh! Jokic, qui a fait un match exceptionnel, mais qui est insupportable. Non mais là, Insupportable. alors pour le coup, cette action qui est complètement ubuesque, où t'as Jeline et Jokic qui se prennent par le bras, enfin qui se tiennent par le bras pendant 15 secondes, Ouais, ils puis à un vont à moment l'école. Ils vont ouais, à voilà, l'école. t'as un moment t'as un arbitre qui fait bon faute offensive de Jokic, je sais pas trop pourquoi, Mm. il siffle la faute offensive, bon bref. Et puis après, bon j'ai revu l'action. L'action un peu litigieuse de Jokic sur Dort. C'est Dort qui flop. On va être très honnête, c'est Dort qui flop. C'est Dort qui essaye de provoquer le turnover. J'ai réagi à chaud en disant qu'il y avait une faute offensive. En revoyant, clairement, mais à culpa, il n'y a pas du tout faute offensive. C'est Dort qui flop. Par contre, le saut de mouton sur Hartenstein avant, le saut de Non, mouton mais sur Hartenstein, plus le coup de coude dans la gueule qui lui met et qui permet d'égaliser à, je crois qu'il y a 98 partout ou 100 partout. Je crois que c'est 100 partout parce qu'après t'as le, oh je sais plus, bref. Mais le coup de coude qui met Hartenstein plus le saut de mouton, je me dis, oh, c'est bon. Hein. ouais, Il y a c'est un moment, abusé. je veux bien qu'il y ait des fautes qui soient pas sifflées sur Jokic et on va être très honnête, il y a beaucoup de contacts qui sont pas sifflés sur Oui. Jokic, comme il y a beaucoup de Et il s'en contacts plaint beaucoup d'ailleurs. C'est ça oui, aussi. ils Il sont fait que plein de se beaucoup. plaindre. Il fait que de se plaindre. A raison, parce que tu as des contacts qui sont pas sifflés, mais tu as un moment, Caruso, il se fait découper par trois gars de Denver, il n'y a pas Ouais. faute aussi. Enfin, je vais pas Ouais. dire que l'arbitrage est irréprochable, parce que dans tous les cas, c'est impossible que l'arbitrage soit irréprochable de la première à la dernière action du match. Je vais pas dire non plus que, comme peuvent dire certains observateurs externes, je vais pas dire que OKC est favorisé au niveau de l'arbitrage, comme je vais pas dire que Denver est favorisé au niveau de l'arbitrage. Je trouve que les deux équipes ont leur lot de calls qui auraient dû être sifflés en leur faveur ou en leur défaveur, et c'est pas le cas. Je trouve que ça s'équilibre. Après, dans le clutch, effectivement, je trouve que là, Jokic, le saut de mouton sur Hartenstein plus le coup de coude font que ces deux actions en plus qui rapportent 4 points, potentiellement, ça aurait pu coûter très cher au moment de faire le calcul du total de points marqués par les deux équipes. Donc voilà, c'est juste sur ça Mm. où je voulais revenir très rapidement. Et puis ouais, effectivement, sur Jelin, il fait 3 minutes 20 de très bonne qualité, alors qu'avant, franchement, il est pas bon. Hein. Il défend pas très bien sur Ouais, Jokic. Il y cette a un fois, ouais. moment, Jokic il fait une pump fake. Jelin il mord dessus, ensuite Ouais. il finit. Action d'après, c'est la faute offensive que Jokic provoque sur lui. C'est le moment où vraiment il est pas très bon. Et pour le coup, il nous sort 3 minutes 22 qui sont extrêmement solides, à tel point que lorsque Mark Denote remet Hartenstein, je me dis pourquoi il garde pas Jelin. C'est dire. C'est dire. Mais ouais, ça permet d'embrayer aussi sur, encore une fois, sur ce match. Et c'est clairement, je pense, le mot d'ordre de la série. Profondeur. Profondeur d'effectif. La différence entre les deux équipes, elle est flagrante. Encore une fois, ben, on l'a dit, les Nuggets, ils, ils jouent, je ne sais pas combien de minutes. C'est, de toute façon, tous les titulaires, ça joue peut-être pas tous, mais en tout cas, tu en as trois à plus de 40 minutes, c'est sûr. Oui, Voilà, oui, t'as Jokic. t'en as 3 à plus de 45 minutes. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous prenez le nombre de minutes jouées sur la série, 5 des 6 plus gros temps de jeu appartiennent à des joueurs de Denver. Le seul Ouais. qui rivalise, c'est chez Alexander. Mais sinon, Jokic, Murray, je crois, sont les deux joueurs qui ont le plus joué de la série en termes de minutage. Alors, je vais vous trouver ça. Ouais, voilà. Murray et Jokic ont joué 15 minutes de plus. Non, même pas. 3 des plus gros minutages de la série, c'est des joueurs de Denver. C'est Murray, Mm. Jokic, Christian Brown. Arrive chez Alexander en quatrième position. Cinquième position, c'est Aaron Gordon. Et sixième position, c'est Michael Porter Jr.
avec Chet, non, je dis des bêtises. 4 des 5 plus gros temps de jeu appartiennent à des joueurs de Denver. Le sixième, c'est J-Dub qui est à 178. Mais oui, effectivement, et je pense que ce qui manque à Denver, c'est un peu le Christian Brown qu'ils avaient en 2023, cette espèce de huitième homme qui t'apporte 20 Mm. minutes stab. Peyton Watson Ouais, a un peu c'est essayé de ça. faire ça, mais c'est quand même vite retrouvé limité par des problèmes de faute. Rose sur ce match-là a pas existé, a pas existé offensivement, ce qui fait que Crowder fait une bonne entrée, mais bon, ouais, il met à 3 points à un moment qui est en fin d'horloge des 24 en première mi-temps qui est Mm. important. Mais oui, effectivement, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on peut expliquer les deux comebacks d'OKC dans le quatrième quart-temps. Et c'est ce qu'on avait évoqué quand on avait fait la preview. Moi, j'avais dit sur la longueur d'une série, c'est ta profondeur de banc qui doit faire que tu as une fraîcheur en plus qui te permet de remporter les matchs. Et on va être honnête, sur le quatrième quart-temps du match 4 et sur le quatrième quart-temps du match 5, c'est aussi la fraîcheur physique qui amène de facto à la fraîcheur mentale qui fait que tu prends de meilleures décisions et que les tirs sont peut-être un peu moins courts parce que tu es un peu moins cramé. Donc ouais, c'est Denver. Jokic sort pas de la seconde mi-temps. Jamal Murray, franchement, vu le blender dans lequel il te met dans le troisième quart-temps, tu sens que comme au quatrième quart-temps du match 4, c'est aussi la fatigue qui fait qu'il rentre plus rien sur le 5. Voilà, cet aspect fraîcheur fait que Denver est peut-être... Il manque peut-être un joueur de rotation à Denver pour Mm. vraiment amener, qui est capable de jouer 20 minutes, pour vraiment amener cette espèce de repos sur les autres joueurs qui amène à plus de lucidité dans les moments importants où des gens vont un peu moins lourds. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu as le luxe d'avoir en neuvième joueur Jalen Williams qui est un peu le facteur X de ta série. Et là, ça s'est moins vu sur ce match que sur le match précédent, mais Caruso, évidemment, est exceptionnel, hyper déterminant dans toutes ses entrées. Il te permet de te maintenir dans le deuxième quart-temps. Tu as Wallace qui, mine de rien, ça se voit pas trop dans les stats, mais fait aussi de très bons passages. Il te met un N1 à un moment, il te pique de ballon. Enfin, super. Wiggins, un petit peu plus compliqué sur ce match, mais en tout cas, tu sens que tu as ces joueurs qui vont rentrer et qui vont être positifs sur le parquet d'une manière ou d'une autre. Là où à Denver, ben, c'est un petit peu plus court, quoi. Oui. Et encore une fois, tu peux te permettre ça, tu peux te permettre d'avoir Jalen 10 minutes parce que t'as Hartenstein. Si t'as pas Hartenstein, tu fais avec soit du Jalen pendant plus longtemps, mais t'es vite limité par les fautes et c'est un style de jeu sur plus de 10-15 minutes qui est compliqué. Donc évidemment, on va un petit peu loin, mais le crédit, évidemment, il est aussi à Sam Presti, qui a été élu Executive of the Year, parce que t'as quand même un effectif très complet et c'est là que tu t'en rends vraiment compte, encore plus qu'en saison régulière. Oui, après, bon, on va au crédit à Saint-Presti, il Oui, vient de non, mais très loin, on c'est. va dire, il vient Tu, de très tu, très tu loin. vas, tu vas. Non, mais bien sûr, je l'ai dit, je vais un petit peu loin, mais c'est juste pour dire que t'as un roster qui est quand même plus fourni. Oui, après, j'ai envie de dire que c'est plus simple d'avoir un roster plus fourni quand t'as pas trois joueurs sous contrat max, comme c'est le cas du côté de Denver avec C'est Murray, un autre Jokic débat. et Michael Porter Jr. Mais ouais, et quand bien même Isaiah Joe est vraiment transparent sur cette série, quoi. C'est même sur les Ouais, minutes où c'est il ça. rentre, il tente C'est même ça. pas les tirs. Enfin, vraiment, il est défensivement, il était un peu plus concerné sur ce match-là que sur les autres. Il s'est moins fait cibler. Par contre, offensivement, il y a plus rien. C'est aussi la principale critique que tu pouvais avoir, c'est que enfin, le principal reproche que tu pouvais avoir, c'est que ouais, l'attaque fonctionne pas parce que tu sais pas attaquer une zone, mais en même temps, quand tes deux meilleurs shooters en termes d'adresse et en termes de volume, avec Lou Genzort et Isaiah Joe, passent complètement à côté de leur série, ça fait que ton adresse à 3 points, en tout cas que ta réussite à 3 points à reposer en grande partie sur ces deux joueurs-là, elle disparaît complètement. Donc forcément, en attaque, c'est plus compliqué quand tes deux meilleurs shooters disparaissent. Et c'est le point aussi que je voudrais évoquer avant peut-être de se projeter sur le match aussi, c'est que il y a un moment, Denver est à 12 sur 28 au tir, enfin est à 12 sur 28 à 3 points. Je crois que c'est dans le troisième quart-temps. Il termine à 13 sur 46. Il loupe 17 de leurs 18 derniers 3 points. Le seul 3 points qu'ils mettent, c'est la toupie Beyblade là, de Jokic, là, quand il tire -3. Sinon, Plus dur ok, de si. tous. Ouais, clairement, c'est le plus dur de tous. C'est le seul 3 points qui est rentré par Denver du milieu du troisième quart-temps jusqu'à la fin du match. Là, au KC, sur le quatrième quart-temps, est à 5 sur 9 à 3 points. Il y a les 3 points de Lou Dort, il y a le 3 points de Shea et il y a le 3 points de J-Dub. Denver, sur le quatrième quart-temps, ils sont à 1 sur 12 à 3 points. Pour le coup, le switch, il se fait aussi là. Et c'est un point que je voulais évoquer et qu'on avait beaucoup évoqué avec Pierre, notamment quand on avait fait le débrief du match 4 et plus généralement de la série face aux Grizzlies, c'est que tu n'avais jamais un match où
t'étais plutôt adroit à 3 points. Franchement, les OKC, à chaque fois, sur des matchs de playoff, si tu dépasses tes 37%, Mamma Mia, c'est un jour de grâce. Hein. On va être très honnête, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Eh bah, tu termines à 12 sur 29 sur ce match-là. C'est vraiment, tu as eu Et un switch en termes d'adresse à l'intérieur du match. C'est-à-dire que tu as un moment, OKC est à 25% à 3 points quand Denver est à 40. Fin du match, c'est OKC qui est à 42 quand Denver est à 25. Et j'irais même plus loin en disant que tu as été adroit, mais aussi parce que tu as pris des bons tirs. Mm. Là où je veux en venir, c'est que tu tentes 29 tirs à 3 points sur ce match. C'est la première fois sur la série que tu tombes en dessous des 30. À chaque fois, tu étais au moins à 35. Et bizarrement, c'est ton meilleur pourcentage de... Non, tu as été meilleur sur le Game 2, mais c'est ton deuxième meilleur Ah, je suis pas pourcentage sûr. Hein. de la série. Ah, si, si. Game 2, Je je vais crois que tu es vérifier vraiment... l'information. Vas-y, va vérifier et je continue. Euh, Si t'es donc, mieux, tu es en pardon, dessous. 44%. Excuse-moi. Ouais, Excuse-moi. voilà. Donc, t'es en dessous des 30 tirs à 3 points, mais t'es quand même super adroit parce que t'as réussi à te créer des bons tirs. Là où sur la défense de zone, on l'a vu sur les autres matchs, il y a des moments, t'envoies des 3 points en catastrophe parce que t'as pas de mouvement et que tu sais pas quoi faire, ton 3 points, il est pas ouvert. Là, en tout cas, ça s'est ressenti visuellement et ça se ressent dans les chiffres. Tu prends moins de tirs à 3 points, mais c'est des bons tirs et évidemment, ils sont tombés dedans et beaucoup plus que les Nuggets parce que les Nuggets, ils en tirent 17 de plus Mm, et ils en mettent seulement un de plus. mm, Donc à mm. partir de ce moment-là, évidemment que tu vas être plus efficace. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Le match 6 maintenant? Ce Ah, sera dans la... on peut peut-être passer un petit mot pour individuellement Chet et Hartenstein qui ont quand même Solide. livré une bonne performance, qui se sont, enfin notamment Hartenstein qui s'est plus montré sur la ligne de fond offensivement sur la zone. Il y a même une ou deux fois où c'est Chet qui le trouve, Chet qui est tête de raquette et t'as Hartenstein qui est ligne de fond. Donc ça c'est Oui, intéressant. parce que Michael Porter Jr. dort. Hein. Alors, faut pas le Oui, dire, Michael mais Porter Jr. dort, mais c'est le... il faut bien exploiter les faiblesses adverses, on va dire. Oui, oui, mais pour le coup, dans une défense où Michael Porter Jr. il roupille pas, c'est pas ouvert. Hein. Les deux d'ailleurs, les deux, Mais que ce soit le... c'est pareil sur c'est pareil sur le alley-oop de Shea Ouais, c'est exactement ce que je veux dire. pour Les deux alley-oop Hartenstein. là Hein. d'Artenstein, c'est Michael C'est- Porter Jr. qui dort sur Ah, lui. vraiment, vraiment. Mais non, En tout cas, qui prend pas la bonne décision. les deux ont été solides, notamment Chet. On disait qu'il avait été discret sur le match précédent. Là, j'ai trouvé qu'il a été bien agressif en attaque. On l'a pas vu tout le match, mais il a eu des plays vraiment intéressants, notamment quelques drives, pas mal de dunks au cercle. Il a mis son 3 points en début de match, etc. Non, c'était bon et j'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait du clutch. En protection de cercle, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, surtout en deuxième mi-temps. Surtout en Ouais, deuxième en deuxième mi-temps. mi-temps. Ouais, Mhm. pour le Et coup, encore en Chet, première mi-temps, là où tu prends le plus cher, c'est justement quand il est pas là. ouais, alors après, c'est aussi ce qu'on a dit sur le débrief du Game 4, du Game 4. Le moment où tu te fais ouvrir au rebond offensif, c'est aussi le moment où Chet il se retrouve tout Mm. seul au poste 5. Et ça, pour le coup, c'est une constante qu'on Mm. avait déjà vue l'an dernier et qu'on revoit cette année. C'est qu'à partir du moment où t'as pas deux intérieurs, ou en tout cas à partir du moment où, de toute façon, Jalen et Hartenstein doivent quasiment jamais jouer ensemble, mais à partir du moment où Chet n'est pas associé avec un autre intérieur, c'est souvent le passage où tu te fais ouvrir sur les rebonds offensifs. Donc, ouais, Mm. Chet, on l'a vu en attaque au premier carton, où il plante 6 points, 4 rebonds, un peu comme J-Dub. Hein. J-Dub, on le voit pas mal premier carton, et puis après, Ouais. il disparaît par la suite, Alors, il avant de revenir disparaît, au mais quatrième justement, carton. ce que je trouve intéressant, c'est qu'il disparaît, comme tu le dis, mais il va chercher des lancers francs. Il va chercher des lancers francs, Mm. notamment au début de quatrième quart-temps. Oui. Il va provoquer 4 lancers francs et mine de rien, ça fait du bien. Et après, il marque son 3 points fin du match, Ouais, mais on mais va dire que le deuxième, troisième carton, tu le vois pas, quoi. ouais, tu le vois pas. Deuxième, troisième quart-temps, clairement, tu le vois pas. Mais bon, c'est un peu un classique à la J-Dub. On a encore du mal de manière constante à le voir sur toute la durée d'un match être excellent. Mais bon, il te marque le 3 points à la fin, on va pas se plaindre. Non, on va pas se plaindre, même si effectivement, J-Dub, c'est 4 tirs tentés pour 2 points sur le deuxième et troisième carton en cumulé, mais il a rentré le 3 points, Voilà. donc on va rien dire. Mais hormis si Voilà. tu as autre chose à ajouter, Charlet, on peut passer sur le match Ouais. 6. Le Ouais. match, bah, du coup, où OKC a... Tiens, c'est la question que je vais te poser, tu vois, pour parler du match 6. Est-ce que ce match 6 est un joker pour OKC? Non. Pas un Non, joker? ok, Sans mauvais jeu si. de mots avec Jokic, hein. Ouais, non, non, ok, si doit finir. Ok, si doit finir parce que on l'a rapidement évoqué. On a
pas du tout envie de se retrouver dans un Game 7, même à domicile, face à Murray Jokic. Vraiment, c'est une position qui sera très inconfortable. En tout cas, moi, je ne serais pas serein s'il y a Game 7. Donc, autant Dans tous les plier. cas, je suis pas serein. Oui, dans tous les cas, on n'est pas Ça peut être serein, mais face au Washington Generals que je suis pas serein en Game 7. Je le oui, dis. non, mais on n'est jamais serein dans un Game 7, mais d'autant plus face à Jokic, qui est Oui. l'un des plus grands performeurs en playoff, quoi. On l'a vu, il ne fera pas de cadeau, je pense, sur un Game 7. Donc, OKC a vraiment tout intérêt d'aller chercher ce Game 6. D'autant que c'est la première fois de la série que tu gagnes 2 matchs d'affilée. Mm. Faut continuer sur la lancée. Là où si tu perds le Game 6, tu vas être certes à la maison, mais tu vas vraiment être dans une position inconfortable. Ah bah là, tu seras là, faudra sortir un match de grand garçon aussi, hein, Game Ah 7. oui, ah oui, Pour le coup, oui, oui. je suis d'accord avec toi. Moi, je te rejoins. Je veux dire que ça enlève un tout petit peu de pression quand même de remporter le 5 à la maison. T'es pas obligé de gagner à Denver si tu veux sauver ta Mm. saison. Même si, bah voilà, nos pronostics c'était quasiment à tous hein, Tout le dans monde. l'équipe Warriors Thunder. Tout le monde avait mis 4-2 Thunder. Donc C'est ce que je on y va disais tout, hein. en privé, il faut sauver nos 4-2. Il faut sauver nos Moi, j'avais 4-2 dit et... tendance 4-3. Vous, vos 4-1, ils sont perdus. Moi, mes tendances Ouais, 4-3, c'est vrai, ils sont c'est vrai. toujours là. Mais tu vois, j'avais dit, quand on avait fait la preview, j'avais dit, tu avais 2 scénarios. Dans tous les cas, ça revenait à 2-2. Et tu avais un scénario où il y avait 4-2 Nuggets avec avec le statement game de Jokic au match 5. Bah, tu l'as eu, le statement game de Jokic au match 5, mais tu as quand même réussi à remporter la série. Et en fait, moi, le seul point que j'ai envie d'évoquer, c'est au-delà de l'aspect tactique, parce que là, pour le coup, t'arrives dans le 6e match de la série, les équipes, elles se connaissent par cœur. Enfin voilà, on sait que globalement, OKC va devoir attaquer sur la zone de Denver, va devoir peut-être un peu plus défendre les pick and roll inversés, Murray Jokic ou Gordon Jokic. Ça, c'est peut-être la seule variante que j'ai envie de dire que Mm. c'est peut-être le match 5 où tu as vu le plus de variations dans les schémas offensifs que sur les 4 autres matchs de la série. Mais moi, le truc vraiment, c'est éviter justement ce qu'a fait Denver face à Minnesota au match 6 l'an dernier. Tu prends un éclat, tu fais, bon allez, c'est bon, Mm, on a le match 7 à la maison. Il faut vraiment. Je te dis pas que tu dois leur rentrer dans la bouche dès le début du premier quart-temps, tu dois vraiment leur mettre un run. Par contre, si tu prends un éclat, justement, s'il y a 12-2 au début du premier quart-temps et que tu as un temps mort, Mark Denlotte, pas te dire, ouais, inconsciemment, hein, bien sûr, parce que jamais les gars se diront ça, mais ne pas avoir cette espèce de réflexion inconsciente de dire, oh, ça va, il y a le Game 7 à mm, mm. domicile, on peut un peu lâcher du lest. Non, faut le Non, prendre non. comme si tu étais mené 3-2. Enfin, faut te ramener avec la mentalité, justement, abandonner cette 0-0 mentality là de Mark Denlotte et te ramener à Denver comme si c'était toi qui étais mené 3-2 et comme si tu étais obligé d'aller chercher la win. Je pense que, honnêtement, bon, Denver, on a vu d'autres, hein, mais tu perds le clutch du match 5, tu perds le clutch du match 4, les deux où tu es pas loin d'être meilleur que ton adversaire. Il y a peut-être un moment où mentalement ils vont commencer aussi Mm. à plus avoir les ressources, où ils vont commencer à avoir à avoir pris un petit coup sur la tête. On a parlé du fait que les joueurs comme Ross, les joueurs comme Peyton Watson, les joueurs comme Christian Brown commençaient à hésiter à prendre les 3 points. Je pense justement que si tu es capable de faire un run en début de match 6, tu peux commencer à distiller le doute en disant bon, ils sont revenus au match 4, ils sont revenus au match 5, là ils commencent à nous mettre un petit run au début du match 6, qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable de les battre? Donc je Mm. pense que vraiment c'est complètement stupide de dire ça parce que c'est un lieu commun absolument monstrueux, mais vraiment le début de match sera crucial parce que si tu es capable de leur mettre un run, peut-être que mentalement il y a un moment où Denver va complètement lâcher parce que les corps tiennent plus et puis parce que tu vas finir par être saoulé tellement tu t'es fait pas casser la figure, mais tellement le Thunder a toujours trouvé des solutions à ce que tu proposais depuis la fin du match 3. Ouais, ouais, clairement. Mais peut-être enchaîner sur le pronostic. Ouais, j'allais te Euh, lancer, ouais. Alors, moi, allez, moi je pense que le Thunder finit la série. Un petit peu comme tu l'as évoqué, faut se ramener avec l'envie de finir ça. Et je pense que le Thunder, voilà, sort de 2 matchs gagnés difficilement dans le clutch, avec un dernier clutch vraiment très très serein. Je pense que on va embrayer, on va enchaîner avec cette sérénité et se ramener en gagnant un match. Je pense pas que ça va se finir dans le clutch, celui-là. Je pense oh, que non, je pense que le genre Thunder, un blowout comme tu l'as dit, semi-blowout. entame bien. Je pense que le Thunder entame bien le match avec un petit 10 points d'écart et tu restes sous les 10 points un petit peu tout le match. Tu as un petit recollé des Nuggets dans le quatrième quart, mais tu arrives
tu arrives à résister en mode bonhomme, patron, et tu finis la série et tu te ramènes en finale de conf avec un petit peu cette image de patron. Tu viens de gagner 3 matchs d'affilée contre les Nuggets. Ok. Ok, donc Voilà, à vraiment, toi. c'est le scénario qui ne s'est pas produit sur la quasi-intégralité de la série, quoi. Ouais, C'était un exactement, semi-blowout. exactement. Mais je tente le pari. Et en fait, j'ai envie de croire à un Thunder qui montre, qui assoit sa domination, en fait. Qui montre que D'accord. c'est qui montre sur ce match qui sont meilleurs et qu'ils méritent de gagner 4-2. Qui complète la transformation en requin, j'ai envie de Voilà, dire. c'est ça. Voilà. L'évolution en De troisième dauphin en étape de requin. Pokémon. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est effectivement. Hmm. Bon, allez. On se retrouve vendredi pour le débrief d'une série où le Thunder est qualifié. Ah, t'as pronostiqué 4-2, t'es obligé. T'es obligé Ouais, de mais dire tendance 4-2. 4-3. Tendance Ouais, mais t'es 4-3. obligé de dire 4-2. T'es obligé. Ouais, bah, enfin bon, je m'attendais pas à ce que la série soit constituée de la manière dont elle a été constituée sur tous les matchs. Non, je pense qu'OKC va finir. Honnêtement, je suis pas dans le vestiaire de Denver, mais je me demande vraiment comment Hmm. la réaction mentale qu'ils peuvent avoir sur le 6 après avoir pas de choc, mais en tout cas après avoir tenu le 3-1 au match 4 et après avoir tenu le 3-2 au match 5 et 2 fois te faire taper dans le quatrième quart-temps, je me demande vraiment à quel point cette équipe de Denver est capable de subir un autre run d'OKC. Et puis surtout, quand tu arrives dans le clutch, bon, tu es toujours inquiet parce que c'est un clutch, mais OKC a montré par 2 fois que tu étais capable de battre Denver. Donc Hmm. tu peux très bien te ramener justement dans un scénario où c'est match 6, fin de match serré. Et puis en fait, c'est OKC qui Hmm. outplay Denver. Ouais, pour moi, ça finit. Je pense que là, vraiment, Denver tire la corde. Ouais. C'est-à-dire que y a t'as même plus d'apport de Westbrook offensivement. Enfin, là, tu commences à vraiment te retrouver extrêmement fin au niveau de tes rotations, au niveau de tes apports offensifs. Je pense qu'OKC termine la série. Pour moi, c'est pas un blowout. Pour moi, c'est un match qui se termine pas dans le clutch, mais où t'as peut-être 5 points d'écart avec 2 minutes à jouer, et puis t'as un panier qui Hmm. fait que tu passes à plus 7, et puis voilà, c'est un relais. Enfin, techniquement, 5 points d'écart avec 2 minutes à jouer, c'est considéré comme un match en clutch, mais c'est pas, ça joue pas à la possession comme ça s'est joué à la Ouais. possession là sur ce match 5. Je pense que c'est plus dans le registre du match 4, tu vois, plus dans Ouais. cette optique-là. Mais ouais, je vois OKC potentiellement finir la série. Honnêtement, c'est peut-être le match 4 et le match 5, c'est peut-être le moment où Casey m'a prouvé qu'ils étaient capables de prendre leurs responsabilités et je les vois potentiellement continuer à montrer que voilà, c'était eux les patrons et durant la saison Hmm. régulière et qu'ils sont capables justement de fermer la porte à Denver pour montrer que maintenant que t'as plus Cleveland, maintenant que t'as plus Boston, le Hmm. grandissime favori pour le titre, c'est toi. En fait, c'est ça. Je pense sur ce Game 6, faut que tu montres sur un match entier que voilà, tu as le meilleur bilan de la ligue, que la saison régulière, c'est pas rien et que tu es vraiment la meilleure équipe. Et en plus, tu t'es retrouvé dos au mur, mené 2-1 dans la série, tu as réussi à revenir, donc il faut vraiment que tu marques le coup. Et on espère se retrouver pour un débrief de la série et non pas un simple débrief du Game 6. Oui, et puis il y aurait un côté cyclique et un côté symbolique, c'est que Denver, si tu remportes le 6, Denver débute la saison à domicile face à OKC et la saison de Denver se termine à domicile face à OKC. Il y aura C'est vrai, c'est un petit vrai, côté cyclique c'est que vrai, je c'est trouverais vrai. un petit peu beau. Mais voilà, sur ce, on va se laisser, on va vous quitter sur ce débrief qui a été une nouvelle fois assez long. Merci à celles et ceux qui sont allés au bout. N'oubliez pas, je l'ai pas dit en préambule. Je l'ai pas dit au début, quelle erreur! N'oubliez pas de vous abonner partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube. Et évidemment, les petits pouces pour nous soutenir. Si vous avez apprécié cet épisode et si vous avez apprécié ce débrief, n'hésitez pas à nous partager vos réactions sur ce match, un petit peu sur ce qu'on a évoqué durant les épisodes. En commentaire, il y a eu beaucoup de commentaires sur le débrief du match 4. Ça fait plaisir d'interagir avec vous et d'avoir un petit peu le ressenti de la fanbase. Mais sur le Game 4, les gens étaient énervés, il fallait cracher la Non, haine. sur le Game 3, c'est sur Ah, sur le Game 3, pardon, oui, sur le Game 3. Mais au Game 4, on a eu beaucoup de réactions, donc merci à vous. On se retrouve donc vendredi pour le débrief du match 6. Il y aura peut-être une
surprise, une très grosse surprise. Stay tuned en fonction de ce qui peut se passer, en fonction des annonces qui peuvent arriver du côté de la NBA. Je n'en dévoilerai pas plus, mais gardez un petit peu de temps devant vous parce que bon, il y a moyen que ça occupe un petit peu une partie de votre journée. Et puis d'ici là, portez-vous bien, continuez à regarder de la NBA. Salut! À la prochaine!